il faut quand même arrêter de croire que les conservateurs, c'est des neuneux hyper scientifiques. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de Rubriken Easterbraze, Enquête du patrimoine, le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Marie Mouchou et avec Axel Gerin, nous allons continuer notre première série donc de podcasts dédiés au métier du patrimoine et aujourd'hui nous nous intéressons au métier de conservateur. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Guillaume Casaroni, conservateur au Musée des Beaux-Arts, responsable des collections d'arts anciens et spécialiste de la collection du XVIIe siècle au musée. C'est bien ça, Guillaume, bonjour. Bonjour, c'est absolument ça. Je m'occupe de la collection d'art ancien du musée pour les peintures et les dessins du XVe siècle à 1900. Donc du coup, en fait, de l'ensemble de, pour ceux qui connaissent le musée, ce qui est à peu près exposé au premier étage dans les salles qui ont des couleurs. Très bien, donc pour débuter cet entretien, je propose que vous décriviez votre métier en seulement 3 mots. Conservation, présentation, explication. Super. Donc, comment vous définiriez le métier de conservateur à quelqu'un qui connaît pas du tout ce métier et qui voudrait s'intéresser à cette discipline? Alors, le métier de conservateur a le mérite d'avoir un grand avantage, c'est que c'est un métier pas du tout répétitif déjà. C'est un métier évidemment qui est centré sur l'idée de la préservation d'objets ou de mémoires dans un lieu, puisque en fait il n'y a pas que des musées des beaux-arts, il y a tout type de musées. Dans mon cas, dans un musée des beaux-arts, donc en fait on est chargé de faire la transition entre notre génération et la suivante des divers objets dont on a la responsabilité. Après, ces objets, une fois qu'on a assuré leur conservation, ça suffit pas, puisque sinon c'est des choses mortes, il faut les faire parler, il faut les présenter, les rendre accessibles, il faut les étudier. L'étude des objets est absolument fondamentale, puisque toutes les disciplines, que ce soit l'histoire de l'art, les sciences, évoluent avec le temps. Il y a un côté cumulatif, hein. Donc c'est bien aussi de mettre à jour en permanence ces collections. Il faut savoir aussi que dans l'histoire de l'art, il y a aussi des questions de goût qui évoluent selon le temps. Donc il y a des périodes, par exemple, qu'on n'étudie pas beaucoup. C'est le cas, par exemple, du 19e siècle à Rennes, qu'on est en train de présenter dans une grande exposition qui est en cours de montage. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, n'intéressait absolument personne il y a 50 ans. Donc, vous voyez, avec le temps, la roue tourne, il y a des périodes qui sont un peu des dents creuses qu'on finit par étudier un peu mieux, etc. Et c'est un métier aussi qui est très riche en termes de rencontres. On a toujours l'impression que c'est un métier de bureau conservateur où on est tout le temps assis en train de lire des livres, même si c'est formidable de faire ça. D'ailleurs, au passage, on a de moins en moins le temps de faire ça. C'est un métier qui est plutôt dynamique, plutôt mouvementé et qui vous amène à rencontrer un panel absolument inouï de gens. Tout type de milieux sociaux, mais qui ont des goûts très divers et variés et qui sont réunis autour de cette institution musée, des raisons très diverses. Que ce soit du chercheur qui vient là pour quelque chose de très précis, à la personne qui vient vraiment s'y promener à titre purement ludique. Donc là, vous rencontrez vraiment un panel très large de gens. Super, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Et donc, on se demandait quel était votre parcours, comment vous êtes arrivé au Musée des Beaux-Arts, comment ça vous est venu l'idée d'être conservateur. Voilà, dites-nous un peu sur votre parcours. Alors moi, j'ai un parcours qui est assez varié. Donc j'ai d'abord fait une université en histoire de l'art, des études en histoire de l'art à la Sorbonne. Donc j'ai été jusqu'à l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. Je me suis spécialisé en peinture française du XVIIe siècle. Après le Master 2, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que vacataire et contractuel au musée du Louvre, dans la conservation du département des peintures, auprès du conservateur qui s'occupait d'ailleurs de la peinture française du XVIIe siècle. Il s'appelle Sylvain Lavessier. Ensuite, parallèlement à ça, au Louvre, j'ai commencé à donner des cours d'histoire de l'art à la manufacture des Gobelins, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Pour les artisans lissiers qui fabriquent les tapisseries de la manufacture des Gobelins, qui s'est découverte des métiers d'art et de ce mélange entre l'histoire de l'art et les métiers d'art. J'ai travaillé aussi pour des maisons d'édition. En fait, j'ai fait tout un tas de petites choses cumulées qui m'ont permis en 10 ans d'avoir une expérience assez variée dans le domaine de l'histoire de l'art, allant de la recherche à l'enseignement en passant par la médiation, l'édition, l'installation d'expositions. Donc c'était très riche en fait ces 10 années. Et c'est au terme de ces 10 années que l'opportunité s'est présentée de postuler à Rennes
Et là, j'ai postulé et j'ai été pris. Ça fait maintenant depuis 12-13 ans que je suis ici. Je suis arrivé en janvier 2013 à Rennes. Et donc, je suis devenu petit à petit un Rennais. Et donc vous êtes spécialisé dans les peintures du XVIIe siècle, mais est-ce qu'un conservateur est forcément spécialiste dans un domaine ? Pas toujours. En fait, ça dépend. Il y a une différence entre être conservateur et historien de l'art spécialisé. Moi, je parle juste pour le domaine de l'histoire de l'art. Vous pouvez avoir un conservateur qui est généraliste en histoire de l'art ou un conservateur qui, avant de prendre ses fonctions, a une spécialité d'historien de l'art. C'était mon cas. Moi, je me suis spécialisé en peinture française du XVIIe siècle. J'ai fait beaucoup d'études et de publications dans ce domaine-là. Évidemment, les opportunités de travail, ça on le sait tous quand on est étudiant, élargissent votre champ. Donc j'ai travaillé comme vacataire sur des expositions pour faire des recherches sur le 19e siècle, sur le 18e siècle, sur le 16e siècle. Donc du coup, j'ai eu des petites branches comme ça qui ont poussé un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que j'ai gardé cette spécialisation dans le 17e siècle. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un domaine et qu'on enrichit progressivement pour y devenir très pointu. C'est toujours un plus, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors nous, dans notre association, on valorise le patrimoine breton, enfin en tout cas on essaye. Et donc on se demandait comment votre métier, elle participe à la compréhension et à la valorisation de l'histoire de la Bretagne. Alors ça, c'est une question qui est vraiment intéressante dans le cadre du métier de conservateur. Il faut comprendre, dès qu'on sort de Paris, en fait, les musées qui sont hors Paris ont une vocation très particulière, puisqu'elles ont à la fois une vocation généraliste. C'est notre cas, nous on a des tableaux italiens, des tableaux français, des tableaux flamands, mais qu'en plus ces musées ont la responsabilité de la mémoire artistique du territoire où ils sont. Mémoire artistique qui évidemment se double d'une mémoire historique, puisqu'évidemment toute œuvre d'art porte en elle une partie de l'histoire. Ce sont des images produites au cours de l'histoire. Et évidemment, quand vous êtes dans un musée de région, ce qui est le cas de Rennes, vous avez plusieurs couches de collection. Il y a la collection internationale, je cite par exemple notre chasse au tigre de Rubens. Il y a la collection entre guillemets nationale, donc en fait il y a beaucoup d'art français, ce qui est un peu normal parce que quand on est irrigué par ça depuis le départ, le Georges de la Tour, qui en plus a le mérite d'avoir aussi une fonction un peu internationale. Et puis ensuite vous avez toute cette richesse locale qui est parfois pas forcément très bien étudiée. Ça, quand on se penche sur les collections, un bon conservateur doit toujours être proche de ses collections. Si j'avais été dans un musée où il n'y avait pas de XVIIe siècle, je viens de vous dire que j'étais spécialiste du XVIIe siècle, en fait, il ne faut pas que je fasse du XVIIe siècle, il faut que je fasse d'abord ce qu'il y a dans le musée. C'est à ça dont il faut que je me rapproche le plus. Et finalement, si je suis arrivé à Rennes, c'est parce qu'il y avait une grosse collection du XVIIe siècle qu'on m'a embauché ici. Vous voyez, ma spécialité fonctionne avec le musée. Alors forcément, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai aimé la collection XVIIe, puis j'ai commencé à creuser un peu. Je suis allé farfouiller un peu dans les réserves. Je me suis intéressé au territoire. C'est assez fondamental de comprendre la personnalité du musée par rapport à l'endroit où on se trouve. Et c'est ces collections locales qui vous l'expliquent. Donc à partir de là, très naturellement, en fait, j'ai commencé à creuser. On ne peut pas le faire du jour au lendemain parce que vous savez que c'est comme une personne que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas faire connaissance en une minute. Il faut prendre du temps, il faut discuter, il faut échanger. Vous êtes au début, parfois vous pouvez être dans la contradiction. Enfin, il faut attendre pour bien comprendre le détail et les subtilités des choses. Donc au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à essayer de programmer des projets sur des collections plutôt d'intérêt local. Par exemple, je crois qu'un des tout premiers projets que j'ai fait ici, c'était Camille Godet. Donc j'avais découvert les magnifiques aquarelles dans le cabinet des dessins. J'avais été très agacé que ce peintre ne soit pas connu. Donc je me suis dit, faisons une exposition. Donc là, j'avais un étudiant qui était ici, qui a fait son mémoire, je lui avais proposé le sujet, on a fait l'exposition ensemble. En faisant Camille Godet m'a pris par la main, il m'a emmené à la mairie de Rennes, parce qu'il avait fait un décor, à l'école des Beaux-Arts, où il avait été élève professeur. Du coup, j'ai découvert tous ces lieux, ces institutions. On est allé à l'Opéra avec Camille Godet, parce qu'il y a un petit décor de lui là-bas, à la salle de la Cité, où il y avait avant la Maison du Peuple. Donc tous ces lieux m'ont beaucoup intrigué, et quand j'ai voulu vraiment chercher, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. D'où l'idée de rebondir plus tard sur l'exposition Rennes 1922, où là j'ai proposé en fait de faire une synthèse sur l'histoire de l'école des Beaux-Arts de Rennes, l'école régionale, l'histoire du musée, l'histoire des institutions. Et c'est cette même dynamique qu'on poursuit avec l'exposition de la jeunesse des Beaux-Arts. Pour Rennes 1922, on avait étudié l'histoire de l'école quand Camille Godet y était.
élève puis ensuite professeur, de 1881 à 1931. Et là, je recule, je fais le siècle d'avant, c'est-à-dire en fait les origines. C'est pour ça qu'on a appelé ça la jeunesse des beaux-arts. C'est les tout débuts de la création des institutions artistiques rennaises, le musée et l'école. Donc vous voyez, en fait, c'est un peu progressif, c'est palier par palier. Et petit à petit, chacune de ces expositions a permis de lancer une dynamique de restauration, d'études. Et évidemment, ce qui est absolument formidable, c'est que ces expositions sont juste la première marche de l'escalier. Parce que l'idée, c'est de faire levier, que tout ça mette à jour une richesse patrimoniale, une richesse de sujets, que des étudiants et des étudiantes vont venir prendre au musée, gratter, faire des mémoires, et petit à petit, tous ces artistes émergent, et justement, ce savoir se diffuse. L'idée, c'est pas qu'on s'assoit dessus et qu'il se passe rien, et l'idée, c'est certainement pas qu'une exposition du musée clôt un sujet. L'idée, c'est d'ouvrir les sujets. Donc là, j'espère que ça fera de l'effet. J'ai déjà un étudiant qui travaille cette année sur un sujet de l'exposition 19e qui va venir. J'ai plusieurs étudiants qui ont fait des sujets de mémoire sur l'exposition, sur les sujets de l'exposition Rennes 1922. Donc vous voyez, les choses se poursuivent et évidemment, l'idée c'est de passer le relais. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, on va revenir un petit peu sur votre métier et on aurait aimé savoir si vous avez vu des évolutions de votre métier depuis que vous êtes arrivé ici au Musée des Beaux-Arts de Rennes comme conservateur. Il n'y a pas forcément d'évolution fondamentale, puisque si on veut définir ce métier, il consiste dans les 3 mots que je vous ai dit au début: conserver, étudier, diffuser. C'est ça les 3 missions, et ça ne change pas. Par contre, ce qui change évidemment, c'est toute la richesse et l'ouverture du musée qui essaye de se tenir au fait du temps, tout en restant dans ces missions qui sont importantes, les missions fondamentales. Écouter un petit peu les débats du jour. Vous voyez, par exemple, on a à la ville de Rennes un vrai sujet sur le patrimoine, sur la valorisation en fait des créations féminines. Il y a un sujet vraiment très important sur l'accessibilité, qui est un sujet qui a toujours existé dans les musées, mais c'est comme un couteau. Il y a un moment donné, ça s'use, il faut l'aiguiser pour qu'il continue à bien fonctionner. Donc il faut toujours se tenir au courant des nouveautés et évidemment, heureusement que les choses changent quand on n'est pas dans la même situation qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas beaucoup évolué. Donc on a toujours une marche en avant. C'est ça que je vous disais aussi tout au début de notre conversation. Quand vous me demandiez quelle est la nature de ce métier, c'est ça, c'est que c'est un métier en perpétuelle évolution. Il ne faut jamais s'empâter dedans. S'empâter dans des certitudes, il faut toujours avancer, tout en gardant les missions de base en tête. Donc c'est quelque chose qui évolue absolument sans cesse, comme le musée. Vous faites l'histoire du musée, ce que je m'amuse à faire depuis que je suis à Rennes, faire tous ces petits morceaux au 19e, au début du 20e. En fait, vous vous rendez compte que ce musée n'est pas le même musée tous les 15-20 ans. Et depuis le début, il n'y a jamais eu une période de 30 ou 40 ans où rien n'a bougé au musée. C'est une évolution perpétuelle et assez formidable qui crée du coup une histoire riche et savoureuse. Alors justement, vous parliez de changement. En ce moment, on en vit un gros quand même lié à notre environnement. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'inclure votre démarche dans la transition écologique ? Alors tout à l'heure, je vous parlais de Matrimoine, qui est une ligne directrice forte de la ville de Rennes. En fait, l'écologie est une autre ligne directrice forte de la ville de Rennes, et qui ne touche d'ailleurs pas que le musée, qui touche tout le monde. Au musée, les problèmes liés à l'écologie, en fait, sont doubles. Il y a évidemment l'idée de ne pas gaspiller d'énergie, gaspiller des matériaux, ce qu'on impacte beaucoup sur nos expositions par exemple. Pour vous donner un exemple, l'exposition La jeunesse des beaux-arts, la quasi-intégralité du matériel scénographique est un remploi. On a dû quand même construire évidemment quelques sculptures, parce qu'il y a beaucoup de sculptures et qu'on n'avait jamais exposé autant de sculptures, il faut bien les mettre sur quelque chose, mais on ne jette absolument plus rien de notre matériel scénographique. Mais ça, c'est pas récent, ça fait une quinzaine d'années. Toutes les cimaises sont démontables, remontables. Quand quelque chose est jeté, c'est parce que ça tombe en poussière, qu'on ne peut plus l'utiliser. Ça, c'est un élément très fort, je trouve, ici. Et beaucoup de musées commencent à mettre ça en place. On ne peut plus, comme il y a 30 ans, faire des scénographies après des bennes gigantesques où on jette tout à la poubelle pour recommencer. Vous voyez, ça, c'est terminé. Donc ça, il y a évidemment un point sur ça. Ensuite, il y a un point de consommation énergétique. Vous voyez, on fait quand même attention. On a équipé au maximum en LED tout ce qu'on pouvait au musée. Sachant que c'est là où il y a le deuxième point important. Les LED, c'est formidable, mais il faut faire attention quand on éclaire les tableaux au LED. Pas parce que ça les abîme, mais parce qu'il faut la bonne couleur de LED. Les LED blancs,
par exemple, transforment les couleurs à l'œil. Parce que c'est pas une couleur naturelle. Et en fait, les tableaux, par exemple, deviennent tout bleus. Ça fait remonter les bleus. Vous voyez, ça, c'est des choses intéressantes où il faut à la fois penser, évidemment, à la consommation énergétique, mais aussi à la cohérence de cet éclairage dans le musée. Donc évidemment, là, il y a une préoccupation constante. On imprime beaucoup moins de choses, on essaye de, par exemple, stocker un peu moins de choses sur les ordinateurs, de rationaliser. Par exemple, pour la documentation du musée, on utilise du bon papier, on en imprime une fois. C'est mieux d'imprimer pour la documentation du musée que de stocker sur l'ordinateur. C'est plus facile à utiliser. Et un bon papier, ça dure très longtemps. Et ça ne mange pas d'énergie pour exister. Une fois que vous le mettez dans une pochette, il attend là tranquillement que quelqu'un vienne le consulter et le remettre à sa place. Donc voilà, il y a une cohérence dans tout ça. Et enfin, la deuxième chose en fait vraiment importante, auquel on ne pense jamais, c'est l'impact du changement climatique sur le patrimoine. Il y a quelque chose qui est vraiment en cours de réflexion. Ce changement climatique va avoir un impact sur la conservation du patrimoine, sur la sauvegarde de ce patrimoine. Si, vous voyez, il commence à faire très chaud, très humide, que par exemple, il n'y a pas de climatisation. La climatisation, c'est mieux qu'il n'y en ait pas, parce que ça mange de l'énergie tout le temps. Mais après, il faut penser à bien isoler les bâtiments pour que les œuvres moisissent pas, pour que les bâtiments, vous voyez, se dégradent pas. S'il y a par exemple beaucoup de pluie, qu'il n'y ait pas des infiltrations d'eau. Et tout ça, ça compte énormément dans la réflexion. C'est quelque chose qui va être poussé, je pense, on va être obligé, dans les décennies qui viennent, mais il y a un vrai impact qu'il ne faut pas oublier du changement climatique sur le patrimoine. Et donc actuellement, le secteur de la culture, il subit quand même de plein fouet des coupes budgétaires assez conséquentes depuis ces dernières années. Comment cela, ça vous impacte concrètement dans votre vie de conservateur ? Concrètement, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. En fait, il est vrai que tout le monde est impacté par des coupes budgétaires. On a de la chance quand même à Rennes. Et je trouve que il faut faire des efforts parce que tout le monde en fait, évidemment. Mais on a un fonctionnement qui tourne de manière assez cohérente. C'est évidemment un peu peut-être moins facile qu'avant, mais je trouve que c'est peut-être plus facile qu'ailleurs. Voilà. Pour venir un petit peu sur votre métier, comment est-ce que vous délimiteriez votre champ d'action avec d'autres professions, comme par exemple la médiation culturelle? Comme vous faites une exposition, qui se répartit quelles tâches? Si on prend un exemple très concret, celui des cartels. Donc les cartels, ce sont ces petits textes qu'on a sous les œuvres pour expliquer ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent. Qui les écrit? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a évidemment des pôles au musée. Et vous savez, on a une répartition quand même pas monolithe au musée. Il y a 3 pôles au musée, le pôle production, le pôle public, le pôle conservation. Donc c'est 3 entités qui sont très étroitement liées puisque tout le monde travaille les uns avec les autres. Pour une exposition, c'est le conservateur ou le commissaire d'exposition qui crée le propos. Il y a d'abord une recherche scientifique qui aboutit, par exemple dans le cas de la Jeunesse des Beaux-Arts, à un catalogue rédigé assez conséquent, où on essaye de consigner tout le résultat de la recherche. Ce résultat de la recherche, une fois qu'il est réalisé, ensuite peut être transformé en matériel pédagogique. On ne peut pas faire l'inverse. Et ce matériel pédagogique, là par exemple dans le cas de l'exposition, je fournis moi une première trame. Après, mes collègues de la médiation relisent, font des propositions. Vous voyez, pour assouplir certaines phrases, etc. Sachant qu'il faut quand même arrêter de croire que les conservateurs, c'est des neuneux hyper scientifiques qui parlent chinois et qu'on ne comprend pas. On a quand même intégré le fait aussi qu'il y a un public, qu'on ne peut pas parler de manière hyper savante tout le temps. Ça, c'est un peu le cliché quand on essaye qu'il faut arrêter de coller aux conservateurs parce que c'était quand même peut-être d'autres générations, puis c'est fini. Donc mes collègues de la médiation étudient, puis on a des personnes spécialisées dans la médiation. Des personnes qui sont spécialisées par exemple pour l'écriture facile à lire et à comprendre, qu'on appelle l'écriture FALC, pour la médiation auprès des personnes malvoyantes, etc., etc. Donc ça c'est bien parce que c'est des vraies expertises que moi par exemple j'ai pas. Et évidemment on va me donner des conseils ou elles vont corriger. Donc vous voyez, c'est un travail qui se fait vraiment en commun avec des niveaux de validation progressifs pour finir par faire quelque chose au mieux qui soit le plus accessible ou qui corresponde le plus aux normes d'accessibilité, qui est quelque chose auquel le musée évidemment tient beaucoup. Et donc, que diriez-vous à un étudiant ou une étudiante qui souhaite devenir conservateur? Quelles sont les voies à suivre, etc. Alors évidemment, il y a plein de voies à suivre. Moi, le conseil modestement que je donnerais à tous les étudiants et les étudiantes qui veulent travailler dans le patrimoine, ou du moins
dans le patrimoine, dans le domaine par exemple où je suis, c'est de faire une discipline universitaire en premier, histoire de l'art, histoire des sciences. Et moi, ce que je conseillerais personnellement, c'est de d'abord faire un master recherche. Parce que je trouve que la recherche, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Et surtout, c'est ce qui vous fait rencontrer le plus grand panel de gens. Imaginez par exemple un sujet X ou Y patrimonial que vous étudiez. Vous allez devoir aller voir des archives, vous allez devoir aller voir des conservateurs de musées, vous allez devoir aller voir des gens des monuments historiques, aller voir des particuliers qui ont des œuvres. Je trouve que ça vous apprend à vous emparer de toutes les arcanes et de tout le panel en fait de gens qu'on peut rencontrer dans un milieu professionnel. Et après avoir fait ce master recherche, peut-être emprunter des voies, vous voyez, diverses et variées, des voies plus professionnalisantes. Mais moi, je trouve sincèrement que le master recherche, c'est ce qu'il y a de mieux pour se former au début. Au moins en master 1. Peut-être dériver après sur un master plus professionnel. Mais le master recherche, c'est vraiment, pour moi, le totem. Et dans la discipline, évidemment, qui plaît à la personne, que ce soit une discipline historique, par exemple, si vous voulez aller travailler au musée de Bretagne, qui est un musée de société, c'est plus intéressant forcément d'avoir une formation d'historien. Donc au musée des Beaux-Arts, c'est plus une formation d'histoire de l'art qui est nécessaire et qui peut être utile. Pour conclure sur ça, il faut quand même se rappeler qu'une fois que vous commencez la vie professionnelle, ce temps de s'asseoir, de feuilleter des livres, d'aller voir des expositions, vous voyez, cette espèce de liberté qu'on a pour chercher à apprendre plein de choses, c'est fini. En fait, vous l'aurez plus. Donc du coup, ça sera trop tard. Alors que certaines choses professionnelles, plus techniques, en fait, on les apprend en les faisant au travail. Plus on les fait, plus on est meilleur dedans. Cette base de recherche, ça c'est quelque chose qui demande du temps. Et ce temps, en fait, n'est plus disponible quand vous entrez dans la vie professionnelle. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un concours pour être conservateur ou pas forcément ? Alors, moi je ne suis pas un très bon exemple parce que je n'ai pas le concours, j'ai été recruté sur CV à la ville de Rennes, mais du coup j'ai aussi un statut particulier, je suis contractuel de la fonction publique territoriale. Pour être un conservateur ou une conservatrice pleine et entière, et c'est évidemment très bien de passer le concours de l'INP qui est un concours difficile. Après, vous pouvez rentrer dans le monde de la conservation par plusieurs biais. Vous avez plusieurs types de concours. Vous avez attaché, assistant, et évidemment, il y a le concours suprême, celui de l'Institut national du patrimoine, le concours des conservateurs. C'est quand même plus confortable, notamment pour pouvoir avoir une certaine mobilité, pour changer d'un lieu à l'autre facilement. Mais si ce concours est difficile, il faut faire votre histoire de l'art, vous pouvez avoir des missions, et puis on ne sait jamais, mais il faut s'accrocher, on ne sait jamais, un jour, il y a peut-être une place particulière quelque part qui se libère et qui est vraiment à votre mesure. Mais c'est quand même mieux d'avoir le concours, en effet. Et donc pour finir cet entretien, on va vous demander quel est votre souvenir le plus mémorable que vous gardez dans votre carrière jusqu'à présent. Alors souvenir mémorable donc à Rennes. Parce que j'ai eu d'autres vies ailleurs, parce que si je devais garder un grand souvenir, jusqu'ici, c'est ma première grande exposition. Vous savez, les premières, c'est toujours celle qu'on retient le plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir préparer une exposition et de la réaliser sur les peintures des églises de Paris au XVIIe siècle, qui s'appelait « Les couleurs du ciel » au musée Carnavalet. En 2012-2013, donc il y a l'affiche dans mon bureau. Ça, c'était une exposition qui était difficile à faire, mais dont j'ai un souvenir absolument incroyable. J'ai l'impression d'avoir bougé des montagnes en faisant cette exposition. Elle était sublime. Il y avait un scénographe formidable. Le musée Carnavalet est un de mes musées préférés. Donc du coup, c'est un souvenir absolument incroyable. À Rennes, c'est plus difficile pour moi parce que j'ai vraiment aimé tous les projets que j'ai faits ici. Et je les ai aimés du plus petit au plus grand. Pour vous donner un exemple, j'ai réalisé un rêve en faisant une exposition qui s'appelait « Le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins », où on a fait venir des tableaux du XVIIe siècle des églises de Paris qui étaient partis au Canada à la Révolution, dont on a fait revenir une partie en France. Une grande exposition à portée internationale avec un grand sujet. Donc ça, c'était formidable. J'ai adoré faire ça.
Et en parallèle, j'ai adoré faire mon projet avec les commerçants de Rennes. Il y a quelques années, où on avait 34 commerçants avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, qui avaient mis des images du musée dans leurs vitrines, qui avaient fait des cartels. J'ai adoré faire ça. Et j'aime aussi beaucoup, en fait, ce que je fais avec l'École des Beaux-Arts, ce que j'enseigne à l'École des Beaux-Arts. Je fais le cours de culture générale en histoire de l'art. J'adore les étudiants, on fait des projets ensemble tous les ans, donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas du tout hiérarchisées dans leur taille. J'aime autant les petits projets que les grands projets. C'est des aventures humaines à chaque fois. Et j'aime beaucoup avoir des stagiaires. Il y a toujours du monde dans mon bureau. On fait toujours plein de choses. Donc tout ça, c'est assez formidable. Ça fait une vie riche et variée. Merci beaucoup Guillaume Kerzaoni pour ce super entretien. On a appris beaucoup sur le métier de conservateur. Donc merci encore et puis à bientôt pour un prochain épisode. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.